revoilà en compagnie de Christian Pagès pour la suite de notre entretien qui concerne vivre sa vie. Oh, quel programme, vivre sa vie? C'est sûr. Comment on fait? Déjà, est-ce que c'est notre vie qu'on vit? Une des vies qui était là, dans ce potentiel qui nous a été donné. On a eu, en arrivant sur cette terre, un potentiel absolument fabuleux, avec une possibilité de vivre des millions de vies et de personnages. Et il y en a un qui est arrivé à se créer un chemin, à se faire un chemin parmi les embûches en se structurant doucement, avec les contraintes, avec le cadre. C'est ce que j'allais te demander, cette vie qu'on fait du coup, elle est faite de quoi? Finalement, il y a notre éducation, le milieu social dans lequel on évolue, les personnes qu'on a rencontrées, les expériences qu'on a faites. Est-ce que c'est décidé déjà dès le départ ça, ou est-ce que c'est nous? Alors, j'entends deux choses. Est-ce que c'est décidé déjà dès le départ? J'aurais tendance à le croire. C'est-à-dire à me dire qu'avant d'arriver dans cette vie, elle était déjà dessinée. Mais il y a donc une vie à vivre et des épreuves à enchaîner. Maintenant, elle est faite surtout de ce qui nous a été donné, de ce que l'on a reçu et de ce qu'on en a fait. Et ce qu'on en a fait, eh bien, c'est avec des acceptations, des refus, des actions, des réactions qui se sont mises en place peu à peu dans le temps, parce qu'il y a eu un développement du champ émotionnel, un développement de la pensée, un développement au niveau des actions qui se sont suivies et qui ont fait qu'on est devenu, en grandissant, une personne plutôt qu'une autre. Tu peux dire que finalement, avec le contexte qui nous est donné et l'expérience, c'est nous qui faisons des choix à travers tout ça? Ah oui. Que finalement, tout ce qui nous est donné, tout ce qui nous est arrivé, n'est qu'une matière de laquelle on fait ce qu'on veut finalement. Totalement. Tu enfermes quelqu'un dans un petit réduit, tu en as qui font rien de toute la journée, tu en as d'autres qui vont demander à regarder la télévision, et tu en as d'autres qui vont demander à faire des études supérieures. Tu as donc des personnes qui vont avoir envie d'ouvrir les champs et les cadres, et d'autres qui vont laisser le temps passer ou s'enfermer peut-être dans une somnolence. C'est nécessaire, ça, d'ouvrir les champs et les cadres? Ça appartient à chacun. Ça fait partie des épreuves à vivre. Le fait est que beaucoup d'êtres se font entraîner par les influences et deviennent ce que les autres veulent bien voir d'eux ou ce que les autres veulent faire d'eux. Tu veux dire que certaines personnes évoluent en miroir de ce qu'on leur envoie? Je dirais plutôt par procuration. Par procuration. C'est-à-dire vivre par procuration selon ce que pense un tel ou tel autre, ou l'image que je perçois que les autres ont de moi. Et donc leur donner raison. J'ai du mal à m'imaginer que quelqu'un puisse vivre une vie entière par procuration. On fait quand même des choix conscients tout le temps, non? Quelqu'un qui va, par exemple, agir uniquement selon ce que lui dicte sa religion, ou sa culture, ou sa famille. Eh bien, cette personne-là ne se laisse pas la liberté d'être totalement relié à ce qu'il ressent, parce qu'il faut faire comme ça, parce que les autres font comme ça, pensent comme ça, donc c'est comme ça qu'il faut faire. Oui, mais ce cadre-là, justement, que ce soit une religion, une éducation, un contexte familial, peu importe, ce ne sont pas normalement des limites qui sont structurantes. Ça devrait être quelque chose, justement, qui est porteur pour l'individu et qui l'aide à faire ces choix-là pour vivre bien. En quoi est-ce que c'est une procuration? Parce que, justement, c'est souvent très limitant. J'entendais ce matin sur France Culture une émission dans laquelle un jeune homme disait qu'il avait aimé une jeune fille, qu'elle était la femme idéale pour lui, mais qu'elle n'avait pas la même religion que lui, et du coup il n'a pas pu l'épouser, et il le regrettait. Mais il disait, c'est comme ça, on ne peut rien y faire. Qu'est-ce qu'il aurait dû faire alors? Mais il aurait dû s'écouter lui-même. Si effectivement il ressent que c'était la femme qui lui convenait, peut-être avait-il à expérimenter cette relation-là autrement, au lieu de se dire « c'est comme ça, on ne peut rien y faire ». Mais si
s'il a fait justement un choix conscient de choisir sa religion qui pour lui le structure et le permet de me vivre et qu'il considère ça comme quelque chose d'un sacrifice annexe et qu'il peut continuer sa vie, est-ce que c'est pas positif quand même? Oui, tu as raison, certainement, ça peut être ça. C'est-à-dire que s'il vit tout comme ça, à un moment donné, il va s'apercevoir qu'il a vécu des petites bribes de sa vie à travers des éléments de pensée ou de ressenti qui ne lui appartenaient pas. Et donc, il pourra se poser la question de savoir effectivement qui il est. Et comment est-ce qu'on peut savoir quand on vit par procuration? Comment est-ce qu'on peut le ressentir? C'est compliqué comme question à se poser. Il doit y avoir quand même des moments d'émotion. Oui. Des moments dans lesquels tu te dis, là je vais pas bien, là, ou là je vais très très bien. Donc c'est être à l'écoute justement des moments où on doute finalement. Oui, des moments où l'on se demande si ce que l'on vit est vraiment sur le vrai chemin de notre existence, ou si on est sur le chemin d'à côté, ou sur le chemin de quelqu'un d'autre. Tu vois, c'est-à-dire, à quel moment se prend-on vraiment en charge et dit-on, bon, je ne veux pas écouter ce qui m'a été dit, demandé, ce qu'on a exigé de moi, parce que pour moi, c'est important de m'écouter là et de faire ce qui me paraît juste pour moi, par rapport à ce que je vis intérieurement. Alors, quand la personne en est là, c'est qu'elle a déjà passé des étapes et qu'elle est en phase avec ce qu'elle vit intérieurement, profondément, et qu'elle est prête à faire le pas de enfin mener son vrai chemin de vie. Est-ce que ça marche aussi pour les artistes? Eh bien justement, un artiste va avoir un rôle à interpréter. Un personnage, si c'est un comédien par exemple, ou un chanteur. Et on va lui demander, que ce soit l'auteur ou bien le metteur en scène, d'être ce personnage, totalement. De lui donner sa vie, tout son être et toute sa vibration. Simplement, au bout d'1h30, il va bien falloir qu'il en sorte. Et là, il s'agit de sortir de scène, c'est-à-dire de ne plus être le personnage. Parce que s'il s'est fait violence pendant la scène parce que le personnage recevait des coups ou se faisait tuer par exemple, ou avait une scène de ménage, il n'est pas question que le comédien emporte ça chez lui le soir. Non, ce serait dommage pour l'entourage du comédien et pour lui bien sûr. Or, dans l'histoire, il y a eu beaucoup de comédiens qui ont emporté les personnages chez eux. Et on sent parfois morts, ou sont devenus fous. En tout cas, ont abîmé leur vie personnelle parce qu'ils étaient encore trop reliés aux personnages qui avaient été très prenants dans leur histoire. Alors c'est rigolo parce que ce que tu me dis, je suis en train de me dire que ça peut marcher pour n'importe qui se met dans un rôle dans sa propre vie. Quelqu'un qui est chef d'entreprise et qui joue au chef d'entreprise. Voilà. Est-ce que ça marche aussi? Bien sûr. La personne qui n'a pas l'humilité, dit-on, mais je dirais plus la distance, qui ne se met pas en distance par rapport au personnage, qu'il soit social, parental ou autre, et bien professionnel, etc. Ce personnage qui nous est donné tous les jours, et bien se mettre à distance pour se retrouver, se reconnaître soi-même, se reconnecter avec soi, et se retrouver en phase avec soi profondément, pour ne pas se perdre, se noyer à travers une image qui n'est qu'une image. Et de la même façon, l'artiste va se distancer du personnage, se retrouver l'image, souviens-toi que je donnais à l'école du spectacle, c'est le yogi qui monte au-dessus de lui-même et se voit au centre, en bas, au milieu du monde. C'est la concentration. Est-ce que cette distanciation et cette concentration est nécessaire pour tout un chacun? Elle permet de voir, d'éclairer, c'est-à-dire que cette concentration, ce n'est que lumière. C'est pas s'enfermer, mais s'ouvrir pour pouvoir éclairer le monde en soi et le monde autour de soi. Et puis justement voir les chemins à prendre, en faisant le lien entre le monde intérieur et le monde extérieur.
Mais parfois, est-ce que quand même on ne se met pas dans un rôle qui nous est vraiment important et donné par un contexte? Tu parlais de la parentalité tout à l'heure. Est-ce que quand on est parent, on est dans un rôle de parent? Ou est-ce qu'on peut être soi-même? Il y a les deux, parce que quand on est parent, on est dans une émotion très forte. Et cette émotion, elle est très juste. Elle nous ramène à notre maternité, si tu es mère, et je sais que tu es maman, d'un petit bébé qui fait dada, j'ai vu, Oui. je le dénonce. Et donc, tu es maman et tu es dans cette émotion forte de la maman, mais cette émotion que tu ressens en tant que maman, c'est une émotion que tu as vécue en tant que bébé toi-même. Tu la rapportes de ton histoire. Elle t'a été transmise, cette émotion. Et à partir de là, un jour, il va falloir te poser la question, est-ce que c'est mon émotion ou est-ce que c'est une émotion qui m'a été transmise? Qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je l'écoute jusqu'au bout ou est-ce que je la mets à distance à un moment donné pour me retrouver avec ma propre parentalité et ma maternité et pas celle qui m'a été transmise? C'est compliqué. Oui. Parce que ça demande une écoute énorme finalement. Énorme. Et comment on fait pour écouter ça? Ça prend du temps. Et puis, il faut vivre les épreuves qui nous sont données. Parce que ce sont les épreuves qui vont nous ramener à chaque fois aux émotions. Et là, on pourra écouter l'histoire, écouter ce qui vient de soi et donc les différents contrats que l'on a signés lors de cette histoire-là. De rester toujours à l'écoute. Voilà. Bien, merci infiniment, Christian. Merci, Otavia. Merci, Yann. Amor.